Bonsoir, je vais faire une petite vidéo ici qui va concerner donc un montage très connu que voici, vous le voyez. Hein. Si vous avez compris ce montage là que j'ai expliqué, tant mieux. Je veux dire, c'est en fait ce qu'on appelle un montage dit pont diviseur de tension. Pont diviseur de tension, ou encore on peut l'appeler le montage voltmétrique ou le montage potentiométrique. Montage ou circuit, hein. Montage potentiométrique. Alors, vous reconnaissez, c'est la fonction assurée par les 4 éléments, je dirais même 5, parce que je vais vous montrer, il y en a même 6. 6, il y a 6 éléments. Combien d'éléments y a-t-il ici? C'est toute la question de savoir. Il y a combien d'éléments là? Ben, on va voir combien d'éléments qu'on a. Donc le circuit est composé donc d'un générateur de tension continu, hein, délivrant une force électromotrice E continue. Ça, c'est déjà un élément. On a une force électromotrice. Normalement, il y a une résistance interne. Je ne tiens pas compte de la résistance interne. Je considère que j'ai un générateur à résistance nulle, interne nulle, mais ça n'existe pas. Mais enfin, bref, j'ai un générateur idéal. Ça, c'est un élément. J'ai un deuxième élément qui est l'interrupteur. L'interrupteur que j'ai appelé INT. C'est l'interrupteur pour mettre en service ou hors service le circuit. Ensuite, ça c'est déjà un deuxième élément, un interrupteur. J'ai un troisième élément qui est la résistance R1. Trois éléments qui est la résistance R1. J'ai un quatrième élément qui est la résistance R2. Et j'ai un cinquième élément qui est la filerie. Le cinquième élément est la filerie, c'est-à-dire le fil. Donc il y a 5 éléments. Bon. Et encore, normalement la connexion n'est pas terminée. Hein. Pourquoi? Parce que il faudrait que je connecte le point C à la masse. Je devrais connecter le point C à la masse. La masse. Bon, et si la masse est raccordée à la Terre, je peux mettre le symbole de Terre. Voilà, donc vous voyez les éléments qu'on a. On a 1, 2, 3, on a 5 éléments. Alors à côté de ça, je pourrais aller rechercher en stock, voilà, dans une armoire, un tiroir, un condensateur qui est là. Donc il y a, si vous voulez, un sixième élément. Donc il me faut du fil qu'il faudra bien sûr dénuder, couper, dénuder, voilà, effectuer les opérations pour assurer une bonne continuité, je veux dire, du circuit. Donc faire l'interaction, enfin l'interconnexion des différents points reliant la R1 à R2, R2 à la masse, le moins du générateur à la masse, le plus du générateur à l'interrupteur, de l'interrupteur au point A, du point A, enfin de l'interrupteur à la résistance R1. Parce que le point A, c'est le potentiel de la résistance. Hein. C'est une patte de la résistance. Petit point B, c'est une patte de la résistance, mais il y a une soudure entre les deux résistances en ce point-là. On va dire ça comme ça. On peut mettre une soudure ou maintenir par voilà une interaction dans des trous. On met dans des trous et je les relie tous les deux dans des trous. Ou je sais pas moi, on peut les maintenir tous les deux pattes accrochées d'une certaine façon. Voilà. Enfin bref. Donc ce qui veut dire que la fonction que vous voyez dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle un pont diviseur de tension. Un pont diviseur de tension, ou montage voltmétrique ou montage potentiométrique. J'ai expliqué tout ça dans une vidéo. Bon, il est composé que de résistance, je peux mettre plus de résistance. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Pour l'instant, rien, parce que l'interrupteur est ouvert. L'interrupteur est ouvert, bon, il y a une source d'énergie électrique qui attend à servir ses clients. Et ces clients, ce sont les résistances qui sont passives. Les clients attendent d'être fournis en énergie pour se dissiper, en énergie électrique. Ouais.
Tant que l'interrupteur est ouvert, ben, il n'y a pas de service. Bon, donc en fait, ceci, comment on appelle ceci? C'est un pont diviseur de tension, voilà, montage voltmétrique ou potentiométrique, etc. Il y a différents noms pour ça. Donc, si vous reconnaissez un tel montage, ben, vous pouvez voilà, le dénommer pont diviseur de tension, PDT, ce qu'on appelle un PDT, ou un montage voltmétrique ou montage potentiométrique. C'est tous les mêmes noms. Alors ici j'ai mis 3 nœuds ABC, voilà, vous aurez compris qu'il n'y a qu'une seule branche. Hein. Je m'excuse. Il y a une branche qui est la branche comprenant le générateur avec l'interrupteur, relié du nœud C au nœud A. Ensuite, j'ai mis un nœud B qui relie, une deuxième branche qui relie la résistance R1 du nœud A au nœud B, ça fait une deuxième branche. Il y a une troisième branche qui est la résistance R2, reliée entre B et C. Bon. Mais malgré tout, on peut dire que on n'a qu'une seule maille. Voilà, on n'a qu'une seule maille dans ce circuit. Une seule maille. Voilà, une seule maille. Donc on peut former deux nœuds. Hein. Deux nœuds suffisent. Je peux former deux nœuds. Donc je peux former deux branches. Deux branches. E et R1 avec l'interrupteur. La deuxième branche serait R2. Bon, voilà. On peut faire comme ça. La branche 2 peut être R1, R2 en série. Et la branche 1 serait le générateur avec l'interrupteur. Voilà, branche 1 de A à C. Voilà. Donc on aurait la branche AC avec le générateur E et l'interrupteur. Et la deuxième branche serait la résistance R1 et R2 en série. Voilà, pourquoi pas. On peut définir de différentes façons ces branches. Hein. Voilà. Bah, en tout cas, on n'a que seule maille. Mais de toute façon, je ne vais pas faire de calcul de maille ici, ni de branche, ni de calcul de nœud ici. Bon, il n'y a rien de tout ça. C'est tout simplement pour vous dire que ça, ces éléments-là constituent de 5 éléments, enfin 4 parce que sans le condensateur, ça constitue, si vous voulez, un circuit électrique. Un circuit électrique qui assure une fonction, comme je vous ai dit, c'est le pont diviseur de tension. C'est le pont diviseur de tension. Il assure une division de tension. Par rapport à quelle tension? Par rapport à la tension du générateur. Donc, par rapport à la tension du générateur, enfin la force électromotrice du générateur, mais il va délivrer une partition de tension, il va diviser la tension de la force électromotrice en deux parts. En deux parts. Une qui sera en B et une qui sera en A. Voilà. Donc on aura la différence de potentiel AB et la différence de potentiel BC. Alors, si maintenant je mets tout dans un boîtier, je peux ramener une sortie ici, une sortie là, et une sortie là. Alors on aurait une sortie là, complètement raté mon coup. J'ai raté, bon, enfin bref, vous aurez compris. C'est un pôle qui sort. Bon, je pourrais faire sortir je peux faire sortir un deuxième pôle. Un deuxième pôle. Et un troisième pôle. Voilà. Par exemple, le troisième pôle ne servirait qu'à câbler la masse. Donc la masse, je le sortirai ici, je le mettrai en extérieur.
Donc je mettrai une masse au point de connexion bas. Donc en C, je mettrai en C la masse. Je câblerai la masse ici. Donc j'aurai, à ce moment-là, je définirai le point C comme étant ce point-là. Je définirai le point B comme étant la connexion ici à se connecter. Et le point A, la connexion à se connecter là. Alors maintenant, je pourrais me câbler, bon, soit sur AB ou BC. Sur AB ou BC. Alors, vous comprendrez que c'est un pont diviseur de tension. Si je mets un voltmètre entre AB, là je mets un voltmètre entre BC, mais entre AB, je vais mesurer quoi? C'est la force électromotrice E multipliée par R1 sur R1 plus R2. Et là, on aura VAB, la tension AB. Maintenant, si vous voulez la tension BC, E fois R2 cette fois-ci, sur R1 plus R2. Et là, on a la tension VBC. Alors, VAB plus VBC, mais ça fait E. Donc j'aurais pu trouver, si vous voulez, VAB. En mesurant VBC, je peux trouver VAB. Je fais E moins VAB. Enfin, pour trouver VBC, je fais E moins VAB. Et pour trouver VBC, si je connais VAB, je fais E moins VAB, ça fait VBC. Et si je vais chercher VAB, je fais E moins VBC si je connais VBC. Donc il n'y a pas besoin de faire deux fois le calcul. Mais en tout cas, la mesure va refléter ce calcul-là. Ces calculs-là. Du moins quand rien n'est connecté. Quand rien n'est connecté. L'astuce, elle est là, c'est ça que je veux expliquer. Quand rien n'est connecté, ben, on assure, si vous voulez, dès le moment où je ferme ici, il y a une force électromotrice, qui est comme ceci, constante. La résistance interne, je l'ai considérée comme étant nulle. Donc, je prends un générateur idéal. Hein. Voilà, donc, on a une droite vraiment parfaite, comme ceci. Si je ferme l'interrupteur, ben, au point B, j'aurai une tension comme ceci, mais un peu plus petite. Une fraction de la tension là, au point B. Voilà. Au point A, on aura toute la tension. Voilà. Mais on aura une différence de potentiel entre A et B. On aura tout va se jouer par rapport à des différences de potentiel. Hein. La différence de potentiel entre A et B fera VAB, qui sera VAB, c'est une tension qui est bien sûr continue. Ça, c'est au temps t égale 0 quand on ferme l'interrupteur. Au temps t égale 0 quand on ferme l'interrupteur, on a une tension comme ceci. Et alors, là, on aura VAB, et là, on aura VBC. Voilà. Autant vous dire que, bon, ça veut dire quoi? En vérité, je vais vous dire quelque chose. C'est impossible d'avoir un interrupteur qui fait ça. Hein. Enfin, je m'excuse. C'est pas possible d'avoir un signal qui fait ça. Quand vous fermez un interrupteur, déjà, il y a quelque chose comme ceci qui se produit. Voilà, ce qu'on appelle des... Voilà, il va y avoir un rebond de l'interrupteur. Donc, il faut des circuits anti-rebond si on veut éliminer déjà ces oscillations. Il va y avoir des oscillations. Donc, il faut un anti-rebond. Donc, ça, c'est déjà un point. Et deuxième point, c'est qu'un interrupteur, il ne peut pas directement faire ça. Hein. Bon, vous comprendrez qu'il y a un temps de montée. Hein. Dans tout circuit, il y a un temps de montée. Hein. Dans tout composant électronique, il y a un temps de montée. Donc, mais ici, tout est idéalisé. Ça veut dire qu'on a quelque chose d'abrupt. On considère que tout est idéal. Hein, tout est abrupt. Voilà. Mais en vérité, c'est pas ça qui se passe. Hein.
il y a une oscillation qui va se produire, un effet transitoire. Un effet transitoire qui va se produire au niveau de l'interrupteur. On a du transitoire et puis après on a un effet permanent. Enfin, on a le signal permanent. Tout du moins, voilà, ça c'est pour un signal continu. Bon, maintenant, en VBC, a-t-on toujours ce signal? Alors, maintenant je vais passer un condensateur entre B et C. Et là, vous comprendrez qu'on n'a plus la même chose. On n'a plus la même chose. Si je mets un condensateur, voilà, le condensateur ici, le condensateur, là, à ce moment-là, on n'a plus une loi comme ceci, là. C'est fini. On a une loi exponentielle. Bon, maintenant, vous allez me dire qu'on va se rapprocher du générateur. Oui, si le taux est, on va dire, très petit. Si RC tend vers 0, ben on va se rapprocher, voilà, c'est normal. RC tendant vers 0, ça voudrait dire que R1, comme vous savez que la loi exponentielle est donnée par ceci, hein, le temps pour charger à une certaine tension UC, hein, si je veux par exemple connaître le temps pour charger une certaine tension UC, enfin une certaine tension UC, là, je veux UC, voilà, UC, et je cherche son temps. Que vous l'attendez. Par exemple, je veux 50 volts, après combien de temps j'aurai 50 volts? Je veux 60 volts, après combien de temps j'aurai 60 volts? Je veux 80 volts, après combien de temps j'aurai... Mais après, il y a une stabilisation après 5 taux. Hein. Après 5 taux, il y a une stabilisation. Ça veut dire que en déant les 5 taux, il y a un effet transitoire. Il y a une montée. Il y a une montée, il y a un transitoire. Et puis, il y a un phénomène permanent. Mais le transitoire, il peut durer longtemps si vous avez mis un taux grand. Hein. Si vous voulez voilà, un phénomène qui, voilà, mesuré au bord de ben, tout va dépendre de quoi? Il va dépendre de R1 fois R2 sur R1 plus R2 fois C2, qui est la constante de temps. Qui est la constante de temps que vous voyez là. Elle est dépendante donc de C2, de la valeur du condensateur. Plus C2 est grand et plus la constante de temps est grande, mais elle dépend du produit que vous avez là, qui est la résistance de Thévenin, que j'ai déjà calculé plusieurs fois. La résistance de Thévenin, ça c'est la résistance de Thévenin. Voilà, la résistance de Thévenin, c'est R1 fois R2 sur R. Il suffit de mettre les résistances en parallèle. Hein. R1, R2, c'est tout. Comment? Ben, on retire la charge qui est C2, on retire le condensateur C2 qui est la charge. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'enlève la charge que je viens de mettre ici, hein. Je la déconnecte. Je déconnecte la charge et je court-circuite le générateur. Si vous court-circuitez le générateur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de générateur là. Vous avez affaire à, voilà, à deux résistances qui sont montées comme ceci. Voilà. Et la masse est là. Ils ont la même masse. Ça veut dire que R1 et R2 sont en parallèle. R1 et R2 sont en parallèle. Comment on voit ça? Ben, vous mettez la masse ici. La masse elle est là. Et vous avez R1, R2. Voilà, ils sont en parallèle. Hein. Donc vous mettez R1 en parallèle avec R2. Donc c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Vous avez la résistance de Thévenin. Voilà. Ça, si on court-circuite, il faut court-circuiter, enlever la charge et court-circuiter le générateur. Bien sûr, et fermer l'interrupteur. Hein. Bon, vous aurez compris qu'il faut fermer l'interrupteur aussi. Hein. Sinon, bon, circuit ouvert. Bon, mais après, il faut chercher le générateur. Pour avoir un générateur, il faut la résistance du générateur et la résistance et la force électromotrice. Et la force électromotrice, c'est facile. Vous prenez voilà, c'est la force électromotrice de Thévenin, c'est la force électromotrice du pont diviseur de tension. Hein. Voilà, donc on aura une tension ici qui va dépendre, qui va valoir E fois R2 sur R1 plus R2. En fait, ça, c'est la force électromotrice de Thévenin. C'est le pont diviseur de tension. Voilà, et vous allez trouver voilà, une tension ici qui est
proportionnelle à E. Et plus petite que E, c'est normal, parce que E fournit l'énergie, il ne saura pas avoir de l'énergie supérieure dans les charges que dans le générateur. Hein. Ça, c'est une chose. Et en plus de ça, les résistances ici sont beaucoup plus petites que 1 parce qu'on fait R2 divisé par une somme composée de R1. Donc on a R2 sur R1 plus R2, donc c'est plus petit que 1. Donc si je fais E fois quelque chose plus petit que 1, ben, je suis plus petit que E. Voilà, donc une fois que vous avez la force électromotrice de Thévenin, on peut calculer, je veux dire, le circuit dont le condensateur est branché. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le condensateur, il va suivre une loi exponentielle. Et donc, je peux aller chercher le temps à n'importe quel moment pour savoir à quelle tension on peut avoir. Enfin, ici on a le temps, et là on a voilà, la tension du condensateur UC. UC en fonction de T. Voilà. Alors ça c'est la force électromotrice de Thévenin, qui se trouve au point entre voilà, B et la masse, entre B et la masse, on a la force électromotrice de Thévenin. Et là, on sait calculer la tension. À quel moment on a une tension bien précise. En T1, par exemple, j'ai une tension de 70 volts. En T2, j'ai une tension de 82 volts. Voilà, et ainsi de suite. On peut trouver à n'importe quel moment que vaut la tension. Via, bien sûr, ce que je vous ai dit ici, le calcul ici. Le UC, la tension qu'on recherche, elle est là, et le temps pour lequel on a cette tension, il est là. Alors, il va dépendre bien sûr de la résistance, ça c'est la résistance de Thévenin, fois le condensateur, et ça en fait la constante de temps du circuit, voilà, constante de temps, et puis bien sûr fois un logarithme qui peut être, ce logarithme-là, il est soit plus grand que 1, plus petit que 1, plus grand ou plus petit que 1. Bon, et s'il vaut 1, ben on a un taux. Hein. S'il vaut 1, on a un taux. Donc on sera à 60%, 63% si on a ceci qui est égal à 1. Maintenant, s'il est plus grand que 1, on est au-delà de 63% de la charge par rapport à la tension finale. Hein. Voilà. Et si le logarithme n'est plus petit que 1, on est inférieur à 1 taux. Donc on est en dessous de 60% de la charge. Bon, mais dans ce problème-là, le seul problème qu'il peut avoir, c'est qu'on a un taux qui est très petit. Si le taux est très petit, j'ai déjà montré que bon, c'est difficile de voir. On a un transitoire qui est rapide. Hein. Le taux, s'il est, voilà, si RT20 fois C2 est très petit, le taux est très petit, il est négligeable, ben on se retrouve presque collé sur, voilà, sur la force électromotrice de Thévenin, du Thévenin. On n'a pas ceci, ni ceci, encore moins ceci, mais quelque chose qui est collé sur l'axe des tensions. Et ça, c'est difficile pour aller voir, parce que si c'est des microsecondes, il faut descendre très bas pour aller voir ça. Autant dire qu'on a une tension continue à ce moment-là. Une tension continue comme si on n'avait pas de condensateur. C'est comme si on n'avait pas de condensateur. Donc, avoir un... je n'aurai pas de condensateur si j'ai un signal aux bornes du condensateur qui est, on va dire, presque collé à l'axe. S'il est presque collé en montée à un constant de temps très petite, voilà, comme ceci, autant dire que le transitoire il est tellement faible que vous pouvez considérer qu'il est voilà, c'est comme si on n'avait pas de condensateur. C'est comme si on n'a pas eu de condensateur. Donc là, vous allez avoir directement la tension de Thévenin qu'on récolte ici. Par contre, si maintenant vous mettez une grande constante de temps, là on a un transitoire beaucoup plus grand. Et là, le condensateur, le signal que l'on a là, si on déconnecte le condensateur, on a un signal qui est comme ceci. Mais si vous mettez le condensateur, là à ce moment-là, il va faire ça. Il n'est plus comme ça. Voilà, il est plus
Quand je fais ceci, c'est la fermeture de l'interrupteur. Hein. La barre là, c'est la fermeture de l'interrupteur. Hein. Et ça, c'est quand la tension est nulle, parce que l'interrupteur ouvert, autant t égale 0, je ferme l'interrupteur, ben après on a la tension continue. Mais là, on a le fait de mettre une charge capacitive sur un circuit à pont diviseur de tension, ben, on récolte, je veux dire, une allure qui peut être, qui est exponentielle, qui peut être très rapide ou très longue, ça dépend de la constante de temps. Alors, vous aurez compris que qu'est-ce qui fait la constante de temps? Ben, c'est la résistance de Thévenin, voilà. Mais c'est aussi le condensateur, hein. Le condensateur, mais peut-être en microfarad, c'est 10-6, voilà, ou en picofarad, 10-12, ou en nanofarad, 10-9. C'est le facteur de la capacité qui fait en sorte que la constante de temps va devenir petite ou grande. Hein. Voilà, donc ce qui veut dire que là, j'ai quoi? J'ai une boîte noire pour laquelle il y a 3 fils qui sortent. Et alors, je ne vais pas m'intéresser à la tension AB. Je vais m'intéresser uniquement, voilà, je ne sors pas de fil ici, je vais uniquement m'intéresser à la tension VBC. Et là, on a affaire à un dipôle. Hein. C'est un dipôle, il y a 2 pôles. Si je mets VBC, j'ai plus que 2 pôles. Hein. Un qui est réuni à la masse et l'autre, bon, il va être relié voilà, au condensateur qui lui-même est relié aussi à la masse. Hein. De par le point C. Par le point C, il est relié à la masse, le condensateur. De par, voilà, si je raccorde ici, condensateur pour le mettre à la masse, je le raccorde là, voilà, il est mis à la masse, le condensateur. Voilà. Et puis, bien sûr, je connecte le condensateur ici. Et là, je vais avoir une loi exponentielle avec voilà, une loi exponentielle, mais tout dépend de la constante de temps. Alors, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que je peux voir la boîte comme ceci. Si je mets un générateur variable, j'ai une force électromotrice variable ici, donc ça veut dire que je peux mettre voilà, un bouton rotatif et je peux faire varier, par exemple, de 0 à 15 volts. Je vais faire varier de 0 à 15 volts. Voilà, 0 à 15 volts, ou peu importe, hein, 0 à 15 volts. Quand le bouton est tourné vers la gauche, ben, je tourne vers le 0. S'il est tourné au maximum, le maximum c'est 15 volts. Donc c'est un générateur à tension variable qui va fournir de 0 à 15 volts. J'ai mis des fusils, parce que bon, on peut se passer un problème. Et l'interrupteur, bon, qui est là, on-off, qui permet d'allumer ou éteindre, mettre en service ou hors service, donc cette alimentation. Voilà. Alors dès le moment où vous fermez ici, vous mettez un voltmètre, vous allez récolter une tension qui dépend bien sûr de qui est E, qui est voilà, en fonction de E qui est variable de 0 à 15 volts. C'est un E variable, hein, E variable fois R1 variable sur, enfin R2, je m'excuse, c'est R2, parce que là où vous positionnez le voltmètre, on va mesurer R2 variable, R2 variable, R2 variable plus R1 variable. Tout est variable. Bon, ici il y a juste une précaution à faire, c'est variable de 0 à R maximum pour R1. Voilà, R max, on va aller jusqu'à R max pour R1. Voilà, une valeur max, je sais pas moi, 1 kΩ, 2 kΩ, peu importe. Mais en tout cas, je peux mettre 0. Si on met 0, il est en court-circuit. On mesurera que voilà, la tension borne d'R2. Mais je ne peux pas mettre R1, R2 nul. Hein, parce qu'à ce moment-là, c'est un court-circuit franc. Donc à ce moment-là, le R2, je prends une précaution, il va démarrer à une résistance R2 jusqu'à une valeur R2 max. Voilà, je prends une précaution pour ne pas créer un court-circuit, bien sûr. Et sur ça, je mets un voltmètre qui est un galvanomètre ou quelque chose comme ça. Et voilà, je peux faire la lecture par un cadran de la tension qui ressort, bien sûr, entre les bornes A et B est relié à la masse. B est relié à la masse. Donc ça veut dire que je peux mettre mon condensateur ici, régler, voilà, je connecte à la masse, bien sûr, je connecte ici. Voilà, je vais le mettre ici. Là, j'ai câblé un condensateur sur les bornes A et B. C'est-à-dire que mon condensateur, je viens de le connecter comme ceci. Donc, il va avoir un effet transitoire avec un effet permanent. Mais maintenant, le transitoire est peut-être long ou rapide en fonction de la constante de temps, taux RC de, comme je vous l'ai expliqué, de R2 sur R2, enfin R1 en parallèle, enfin la constante là, mais elle est variable hein, cette fois-ci. La constante là, RT fois C2, c'est la constante de temps. Mais R1 est variable, R2 est variable. C'est vous qui le fixez, R1, R2.
Et R1, voilà, vous allez fixer R1, R2, vous aurez R1, R2, R1, R2, voilà, sur une plage, au travers d'un bouton rotatif. Vous allez régler votre R1, votre R2, voilà. Le C2, c'est un condensateur extérieur, hein. C'est la charge. Ça, c'est la charge extérieure. Donc, le signal que vous aurez dans cette alimentation va dépendre de, en signal VB, enfin VA, V, je sais pas combien, sera dépendant de la capacité, donc dépendra de la charge. La tension que vous allez avoir entre A, ah non, ici c'est pas AB, c'est, oui, il faut que je change ça, parce que c'est plus AB. La tension, elle est là, c'est A, et B étant la masse. B étant la masse, voilà, la tension elle est là. C'est la tension AB. Voilà. Et donc là, si vous mettez un condensateur, ben, le signal n'est plus comme vous l'aurez cru penser, si avec une résistance tout seul, on aurait un signal variable en fonction des résistances R1 R2. Hein. Soit ça va augmenter, soit ça va diminuer, mais ça va se jouer entre une valeur minimum de tension et une valeur maximum qui est 15 volts. Oui, 15 volts, parce que si je mets R1 à 0, c'est un court-circuit, j'ai 15 volts, enfin un court-circuit de R1, donc voilà, R1 n'existe plus, donc j'ai un passage direct de la tension, et donc ce qui veut dire que je ramène les 15 volts directement sur A. Donc là, le maximum sera 15 volts, c'est la force électromotrice, voilà. Et à côté de ça, si vous augmentez R1, mais la force électromotrice, si vous augmentez R1, la force électromotrice, la tension en AB va diminuer. Elle va diminuer, ben, vous aurez toujours une tension continue. Mais maintenant, si vous mettez un condensateur comme charge, en sortie, voilà, je le connecte maintenant, eh ben, vous allez avoir une exponentielle. Donc le circuit va dépendre de la charge. Il va dépendre du circuit extérieur. Ce qui veut dire que si vous mettez une alimentation, hein, une alimentation comme ceci, comme je vous ai montré là, voilà, celle-là, si vous câblez un circuit de charge, là, bien sûr, ça c'est la masse. Si vous câblez un circuit de charge, mais il dépendra de la charge. La tension que vous allez avoir là dépendra de la charge. On a un circuit donc amont et un circuit aval. Et donc le circuit aval va faire en sorte qu'on aura un signal en fonction de l'aval, en fonction de ce qui va se passer en aval. Donc ça veut dire que l'amont va fournir une force électromotrice, enfin une tension, ouais, une tension, hein, va fournir une tension au travers de AB, mais c'est l'aval qui va faire en sorte qu'elle va répondre à la loi des composants qui sont en aval. Donc elle va prendre cette tension, mais elle va faire en sorte de répondre à sa loi. Et si vous aimez des condensateurs, ben c'est une loi exponentielle. Une loi exponentielle croissante. Qui peut être bien sûr, qui peut être, je veux dire, créée, s'il y a un condensateur, bien sûr. S'il n'y a pas de condensateur, ben, on a la loi voilà, du pont diviseur de tension hein, sur AB. Mais si vous mettez un condensateur, vous avez une loi exponentielle. Maintenant, vous pouvez annihiler ça. Comment ben, jouant sur la valeur d'un condensateur, faire avoir un grand taux. Hein. Un petit taux, justement, un petit taux. Parce que si vous avez un grand taux, vous allez vous retrouver sur l'axe des temps. Il sera plus sur l'axe des temps que sur l'axe voilà, que sur l'axe des tensions. Donc vous voyez qu'ici, vous avez une charge la tension en AB de l'alimentation va dépendre de ce que vous mettez en aval. L'aval va dicter sa loi. L'aval va dicter sa loi parce que c'est la propre loi de la fonction exponentielle prise par le condensateur qui va faire sa loi. Parce que lui, il va être réglé suivant sa loi. Il fait sa loi, lui. On a beau lui donner de la tension en extérieur, il va faire sa loi. Même avec la tension extérieure continue, il va faire sa loi. Par rapport à la tension continue fournie, voilà, le générateur va fournir une tension comme ceci. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une tension comme ceci. Voilà, pour autant, voilà, avec la loi où on peut rechercher le temps. Le temps qui vaut, je vous dis, par rapport à une tension donnée, on peut trouver le temps à quel moment on a une tension donnée. Voilà. Mais on a toujours une constante de temps, et ça,
elle peut être petite ou grande. Et voilà, en fonction de ça, c'est la réponse. Voilà, la réponse du signal va dépendre de cette constante de temps-là. Bon, maintenant, je vais faire un petit circuit électronique, un circuit électrique comme ceci. Je prends une résistance. Je prends une résistance. Je prends une seconde résistance. Je prends un condensateur. Je prends, ça c'est pour les éléments, je vais prendre un générateur continu. Voilà. Bon, là, continu, il est là. Je prends une masse et je prends un appareil de mesure qui est un oscilloscope. Alors peut-être que j'aurai besoin d'un voltmètre. L'oscilloscope, j'ai pas besoin pour comment on appelle ça, le circuit à résistance. Hein. Pour le pont diviseur de tension, j'ai pas besoin parce qu'on sait bien que c'est continu, hein, mais je vais quand même vous le montrer quand même. Voilà, il faut juste des voltmètres là. Des voltmètres. Alors je vais mettre une valeur. Je peux mettre une alimentation variable. Hein. Voilà, bon, je ne le fais pas ici. Et je peux mettre des résistances variables. Je peux mettre un interrupteur. Hein. Bon, j'aurais dû mettre un interrupteur aussi. Je prends celui-ci. Je connecte un interrupteur ici. Là. Alors, je vais prendre l'interrupteur, il va s'ouvrir avec la lettre D. Donc, je vais retirer l'espace. Ça, voilà, c'est l'espace. C'est la barre d'espacement. Moi, je vais mettre la touche D. Pourquoi? Ou alors, je peux laisser l'espace. Hein, enfin, bref. Voilà. Et maintenant, je vais mesurer, bien sûr, la tension là. Ça, c'est entre, voilà, vous aurez 12 volts. Hein. Je vais faire expand. Et là, vous avez 12 volts. Vous avez 12 volts. J'ai mis canal, je suis sur le canal A. 5 volts par division. Vous avez deux divisions. Et bon, deux divisions. Et puis après, j'ai cours. Si vous voulez bien le voir, on va le mettre en. Pour être plus précis, je vais mettre en. Pensons, ça c'est trop. 2 volts par division. J'ai 12 volts, 2, 4. Non, ça c'est un peu trop petit. Je pensais les voir avec 2 volts. Ouais, parce qu'il n'y a que 2, 4. Ici je suis à 6, donc il faut augmenter. En 5 volts par. Oui, 5 volts par division. Hein, bon. C'est 12 volts. De toute façon, il est marqué à gauche. Hein. Je peux faire une lecture des 2 volts, hein, parce qu'il y a 5. Première division, c'est 5 volts. Deuxième division, c'est 5 volts. 5 plus 5, ça fait 10 volts. Mais après, il y a encore voilà, une subdivision en 4 parties. Et 5 volts divisé par 4, ça fait une petite partie, c'est sur une division, il y a 4 divisions de séparées. Donc 5 divisé par 4, bah, vous avez 4, 5. Oui, on a 4 parties. Oui, c'est ça, il faut. Enfin bref, il faut mesurer les petites parties qu'il y a hein, entre deux divisions. Dans une division, elle est subdivisée. Elle est subdivisée. Il faut aller voir l'échelle, combien voilà, combien de subdivisions il y a dans la division. Voilà, combien de subdivisions qu'il y a dans la division pour pouvoir lire
par rapport aux 12 volts, on sait lire 10 volts, mais après il faut aller chercher les subdivisions d'une division. Et là, c'est 2 volts. Hein. En fait, on aura 2 volts ici. Alors, on a 12 volts. Bon, mais ça, c'est normal parce que c'est la tension d'alimentation. Si je le mettais ici, maintenant, j'ai un pont diviseur je vais changer la résistance. Je vais mettre une résistance de 10 kg et de 12 kg. Ce qui veut dire que si je mets 12 kg en bas, je vais mettre 15 kg. Si je mets 15 kg en bas, ça veut dire que la tension, elle est plus grande en bas. C'est normal parce qu'on aura 15 sur la somme des deux résistances. Alors qu'au-dessus, on aura une tension de 10 sur la somme des résistances. Donc la tension est plus grande en bas qu'au-dessus. Maintenant, si j'avais inversé, si j'avais mis les 15 kg au-dessus et les 10 en dessous, ben on aurait eu une tension plus grande sur la résistance du dessus qui valerait 15 kg par rapport à celle d'en bas qui valerait 10 kg. Mais voilà, si j'avais interchangé les choses, ben ce ne serait pas la même chose. Hein. Alors là, ici, je mesure combien? Je mesure 7 volts 2 qui est, si vous voulez, c'est le calcul de 10, de 15. Bon, je peux faire le calcul. Hein. 15 kg divisé par 25 kg, les kilos ça nihile parce qu'en fait c'est des kilos divisé par des kilos. On va voir 15 divisé par 25. 15 divisé par 25, c'est 0,6. 0,6 fois l'alimentation 12 volts. Voilà, ça veut dire que j'ai 7,2 en dessous. Et au-dessus, il y aura 12 moins 7,2. 12 moins 7,2. Il y a 12 moins 7,2. Ce qui veut dire 4,8. Mais les 4,8, vous pouvez calculer en faisant 10 divisé par 25. 10, vous faites 10 divisé par 25, ça fait 0,4 fois l'alimentation de 12 qui vaut 4,8. Voilà. C'est comme ça, bon, j'aurais pu prendre un voltmètre, c'est pas un problème. C'est pour vous montrer que la tension ici, c'est un signal qui est, on va dire, continu, purement continu. Sinon, vous devez aller chercher un voltmètre pour ça. Vous prenez un voltmètre. Voilà, je vais mesurer entre ce point là et ce point là. Pour toi qui veut se mettre, c'est toujours comme ça. Je vais rechercher ici. Est-ce que je peux? On me fait un nœud, mais bon. Alors je vais mesurer, j'espère qu'il m'a pas coupé le circuit. Si, il m'a coupé le circuit ici. Complication commence à arriver. Hein. Quand il commence à faire du chipotage comme ça, c'est un petit peu embêtant. Il commence à couper le circuit, à me faire... Je reconnecte correctement. Je mesure. Et là, vous voyez que je mesure les 4 watts que je vous ai dit. 4 watts, ça fait 4,8 volts, c'est, comme je vous ai dit, 10 divisé par 10 plus 20, 15, ce qui fait 10 divisé par 25. 10 divisé par 25, ça fait 0,4 fois les 12 volts. Là, c'est le pont diviseur de tension, c'est 4,8. Par contre, l'autre, je peux faire 12 fois moins 4,8. Là, ça fait 7,2 où vous faites 15 divisé par 25. C'est plus grand que 10 divisé par 25. Donc là, ça fait 0,6 fois 12, ça fait 7,2. Alors, je vais vous montrer le 7,2. Donc, je mets le plus là. Et le moins, je vais mettre à la masse. Ah, mais il m'a coupé le circuit. Ça, j'aime pas trop quand il travaille comme ça. Bon, ben alors, je vais mettre une masse séparée. Je vais
partie de masse séparée ici. Que je vais interconnecter là, s'il veut bien sûr. Il me l'a pris. Bon, maintenant je peux le tester. Voilà, 7,2 volts. On est d'accord. 7,2. Bon, c'est vrai que j'ai oublié de faire un zoom. Voilà, 7,2 volts. Bon, ben, ça c'est si je n'ai pas mis de charge capacitif en continu. Maintenant, je vais mettre une charge capacitive en continu. C'est-à-dire que je vais câbler le condensateur au niveau de la charge en mettant celui-ci à la masse pour autant qu'il va me prendre. Ouais, ben ça c'est pas... Voilà. Bon, je vais rechercher un condensateur. Je... je vais chercher un oscilloscope. Ce qui va m'intéresser, avec le canal A, je vais mesurer la tension là. Bon. Et tout va dépendre du condensateur pour voir le signal. Parce que si le taux il est trop petit, ben, vous verrez un signal continu. Hein. Le tout c'est de voir la charge. Hein. Dans la charge, alors, je vais chercher un condensateur pour essayer de voir la charge. Bon, il faut qu'on ait voilà, je vais mettre un micro par rapport à, là j'ai des millièmes de seconde. Millième de seconde. Si je mets en milli, micro, millifarad. Millifarad divisé par des kilo ohms. Non, les kilo ohms, je crois qu'ils vont tomber. Regardez bien. Ouais, parce qu'ici les kilos ils tombent. Hein. J'ai des kilos. Non, j'ai des kilos fois des kilos, ça fait des mégohms. Des mégohms divisé par des kilos, ça fait il reste des kilos. Et là j'ai pris des millis fois des kilos, je vais avoir des secondes. En gros, je vais avoir des secondes pour ceci ici, pour la constante de temps. Bon, ah ben, je peux lancer la oscilloscope. J'ai 7,2, mais voilà, il faudrait que je démarre à partir de 0. Hein. Bon, je vais remettre à fermer le D, l'interrupteur. Il se décharge. Il se décharge sur... en fait, il se décharge sur quoi? Ben, sur la valeur de résistance de 15 ohms. Il se décharge sur le 15 ohms. Voilà. Là, il se décharge sur le 15 ohms. Comme j'ai ouvert le circuit ici, voilà, il va se décharger par une loi de nouveau exponentielle mais décroissante. Bon, la base de temps, j'ai pris 0,5 secondes. J'ai calculé pour avoir une constante de temps d'environ une seconde. Donc 0,5 sur 0,5 et une seconde, bon, c'est x2. Hein, bon, ici, je vais remettre l'interrupteur. Je vais appuyer sur l'interrupteur D. Voilà, il est presque déchargé. On peut dire qu'il est déchargé. Hein. Condensateur déchargé. Hop. Et voilà. J'ai une charge.
Et je tends vers les 7,2. Hein. Voilà, il tend vers les 7,2. Bon, je vais le décharger. Pendant qu'il décharge, je vais remettre un canal B sur le 2. Ouais, non, ça, je dis une bêtise. Je vais les mettre sur le 12 pour voir approximativement. L'idéal, ouais, c'est d'avoir un circuit parallèle de 10 et 15 pour voir la différence. Ouais, je peux faire un circuit. Ouais. Bon, je vais faire une copie. Ouais, j'aurais dû pas faire ça. J'ai les 10 ici, on est d'accord. Voilà. Les 15. Je vais raccorder. Là. Là. En espérant qu'il prenne la masse, sinon je vais raccorder notre masse. Ouais, il me l'a pris. Alors, le canal B, je vais le mettre là. Bon, ben, je peux lancer la simulation. J'allume le... J'appuie sur D. Voilà. Là, il charge. Il n'atteindra jamais voilà, ce potentiel. Hein. Le premier, c'était le potentiel voilà, de 10-15 kOhms, qui est le potentiel de voilà, 10 heures de tension, donc qui est une espèce d'échelon. Une espèce d'échelon. Mais l'autre, quand vous mettez la charge capacitive, là, il y a un phénomène de charge. Hein, donc, vous voyez que l'alimentation ici, qui sera à 0,10 heures de tension, dépendrait de la charge. C'est qui fait la loi, ben c'est la sortie qui fait qui dicte sa loi. C'est la sortie qui dicte sa loi. Maintenant, je vais réappuyer sur D. Et voilà, et là, on a une décharge. L'effet de la décharge se produit aussi bien sur le 15 ohms, voilà, sur le 15 ohms. Alors, la décharge, je ne vais pas en parler parce que je la verrai. Je verrai la décharge, c'est pas un problème. Mais en tout cas, euh, les potentiels se déchargent tous. Tous les potentiels se déchargent suivant une loi exponentielle. C'est le condensateur qui dicte la loi de la décharge. Donc tous les points vont se décharger et c'est le condensateur qui va se charger justement de décharger, de mettre au pas les résistances pour qu'elles se déchargent. Donc elles vont se décharger au gré de, je veux dire, de la loi dictée par la loi
exponentielle décroissante du condensateur. Elle fait sa loi, elle dit bon, à chaque point de se décharger suivant, voilà, bien sûr il y a une constante de temps, et voilà, et ça je verrai. Bon, le but ici c'est pas de voir la loi de la charge, mais enfin la loi de la décharge, mais la loi de la charge. Ici c'est, j'y mets un interrupteur, il va se décharger tout simplement. Voilà, je vous remercie.